Salut les sorciers et bienvenue dans ce 4e podcast de la Gazette du Sorcier, consacré cette fois-ci à Cursed Child, la pièce de théâtre en elle-même, puisque nous avons eu la chance d'aller la voir. Nous sommes présents pour discuter la pièce en compagnie de Abraxan. Salut, moi j'ai pas vu la pièce de théâtre, mais c'est pas grave, je vais quand même parler. Et puis Timinel. Bonjour, moi j'ai vu la pièce de théâtre et j'espère avoir des trucs à dire dessus quand même. Et Linus. Bonjour, je n'ai pas vu non plus la pièce de théâtre. Et Pantalémon qui est là aussi, lui l'a vu. Oui, moi c'est Pantalémon, parce que apparemment je ne me suis pas présenté lors du précédent podcast jusqu'à la toute dernière minute, toute dernière seconde. Donc cette fois-ci on ne fait plus la même erreur. Et j'ai vu la pièce de théâtre en compagnie d'Ipieux, et donc on va vous dire si ça vaut la peine ou si ça vaut pas la peine, comme le texte en fait, ou non, le texte vaut la peine pour certains aspects. Mais pour ça, vous pouvez revenir sur notre podcast. De toute façon, on a le droit de critiquer que ce que l'on connaît. Donc si on n'a pas lu le texte ou si on n'a pas vu la pièce, on n'a pas le droit de critiquer. Enfin, on peut, mais on a quand même vachement moins de légitimité. Donc pour remettre en contexte, Cursed Child, la pièce de théâtre, elle a commencé à être jouée en juin. La première officielle, donc où ils ont arrêté de faire des modifications techniquement au texte, a eu lieu Et à la pièce en elle-même aussi. Oui, et à la scène, le 30 juillet. Effectivement, ils ont encore fait des changements. Ils ont fait des changements à la mise en scène dès la deuxième journée. On va peut-être revenir là-dessus un peu plus tard, parmi les effets spéciaux. Et donc nous sommes allés la voir fin août, grâce à un ticket acheté un peu à l'avance dans les reventes et un ticket acheté en dernière minute, c'est-à-dire le matin même au box-office du Palace Theatre. Donc on a écrit tout un article avec comment obtenir ce genre de ticket. Les liens, ils seront sous les podcasts. C'est une méthode donc pour avoir des tickets rendus le jour même, qui n'est pas garantie, mais ça permet d'avoir de très très bonnes places. Moi par exemple, j'étais assis au 4e rang, ce qui est quand même assez pas mal comme placement. Le Palace Theatre en lui-même, il vaut le coup d'œil. Si vous passez à Londres, vous pouvez voir la façade, c'est assez superbe déjà à l'extérieur. À l'intérieur, c'est encore plus incroyable. Et ils ont recréé tout l'univers à l'intérieur, c'est ça hein Non, ils ont pas modifié l'intérieur du théâtre. Ils ont refait le papier peint. Ils ont fait un petit logo très discret, juste un H de Hogwarts avec quelques petites fioritures. Mais finalement, si tu sais pas que c'est lié à Harry Potter, tu pourrais croire que c'est le papier peint normal. C'était déjà là de base. D'accord, ok. Par contre, ils devaient au début mettre, ils avaient fait un projet pour mettre des grandes bannières de chaque maison à l'extérieur. Mm-hmm. Ils avaient dit qu'ils avaient eu l'autorisation, parce que comme c'est un monument classé, il fallait demander l'autorisation, etc. Ils ont dit qu'ils l'ont eu, mais il n'y a rien eu depuis. Au début, je me suis dit qu'ils attendraient peut-être pour la première, et finalement, il n'y a toujours rien dessus, donc peut-être qu'ils l'ont pas gardé. Mais c'est les seules vraiment grosses modifs qu'ils ont fait, parce que l'intérieur, en fait, il est juste sublime, et on se croirait vraiment à Poudlard, quoi. T'as une grande cage d'escalier avec marbre partout, enfin, c'est... Des lustres, Ouais. Et la seule modification qu'ils ont fait, c'est le début, c'est la boutique, qui est intéressante aussi en elle-même parce qu'elle évolue au fur et à mesure de la pièce. Quand on arrive, en fait, ils proposent des produits différents que quand on repart. Parce que, pour ne pas spoiler, pour éviter de spoiler, spoil plus grand-chose avec le texte. D'ailleurs, On devrait peut-être repréciser là quand même qu'on va spoiler le texte, plusieurs éléments de l'intrigue, donc... Voilà, on va respoiler, et donc si vous n'avez pas lu la pièce, désolé, mais ou vu la pièce, il vaut peut-être mieux éviter si vous avez envie de découvrir tout ça. Quand le texte sort le 14 octobre en français, en France, Belgique, Canada, etc. Ou quand vous allez voir la pièce, un de ces jours à Londres. Ils vont bientôt remettre déjà des tickets en vente d'ici quelques semaines pour à partir de janvier 2018 jusqu'à l'infini. Et au-delà. Mais que, comme on a dit, vous pouvez obtenir des tickets le jour même en vous rendant sur place et en croisant les doigts très très fort et les doigts de pied également. Et si vous êtes deux à croiser les doigts dans tous les sens, c'est encore mieux. Parce que ça en vaut la peine. On va commencer déjà par le dire. Ça vaut vraiment la peine de voir la pièce de théâtre par rapport à la lecture du texte. Mais on va donc commencer peut-être à parler vraiment du sujet en lui-même. Alors c'est assez pas mal déjà quand on arrive au théâtre et que, comme au cinéma, on nous demande de couper les téléphones, etc. On va commencer vraiment par le tout début de la pièce. Il y a un message enregistré qui a lieu. Il a lieu au début de chaque acte, puisqu'il y a un entracte aussi.
Et il est chaque fois thématisé selon l'acte qui a précédé, sauf le premier, qui est en fait, on vous le dit parce que nous on l'a pas reconnu à la base, mais c'est la voix de J.K. Rowling, qui nous demande de couper nos téléphones d'interrompre toute technologie moldue. Et puis les messages suivants sont liés à l'acte qui a précédé, et là on va pas les spoiler. Chaque fois c'est un personnage différent qui... Et avec un thème différent, etc. Et donc c'est déjà ça met bien dans l'ambiance. Ouais, c'est ça, c'est chouette, ils ont été jusqu'à ce détail-là, quoi. Ouais. Et c'est sympa d'avoir pensé à ça, parce que pour le coup, c'était vraiment pas une obligation de leur part. Et... Non. C'est un petit twist qui fait toujours plaisir. Et puis alors, chaque acte s'ouvre à peu près avec une superbe mise en scène, une superbe chorégraphie quasiment silencieuse, avec juste la musique de Imogen Heap, qui est une musique électronique, principalement au clavier, et avec une mise en scène de mouvement assez incroyable. Je sais que Ipute avait particulièrement apprécié tout ça, donc si tu peux en parler un peu. Oui, en fait, c'est assez beau la façon dont ils font toutes ces chorégraphies, parce que ils sont quand même assez nombreux à chaque fois dans ces scènes. Il y a bien, je pense, une dizaine, voire une quinzaine d'acteurs, je pense pas exagérer en disant 15, qui arrivent comme ça, donc à chaque fois on va avoir ça peut être des élèves de Poulard, ça peut être selon la scène, mais ils sont tous vraiment synchronisés, c'est réglé comme du papier à musique, et ils ont très peu à chaque fois d'accessoires ou quoi, mais ils ont une capacité à transformer des objets détournés, du passer d'une scène à l'autre avec le train, avec leurs valises, etc., qui est assez impressionnante. On sent vraiment la magie, c'est rythmé. Je pense que j'avais pas réussi à mettre le mot dessus, mais quand je l'ai vu, mais ça m'a un peu rappelé Fantasia dans sa façon où vraiment c'est calé à la seconde près, et c'est juste super beau la façon dont tout s'enchaîne, et ces décalages presque mécaniques qu'il y a entre les... Des fois, on dirait vraiment des machines, la façon dont les acteurs avancent en se décalant. C'est nickel, quoi. Il n'y a rien qui dépasse. C'est assez sublime, et ça rappelle un peu des chorégraphies vraiment de Broadway. Donc c'est vraiment... ça nous plonge directement dans l'ambiance dès la première scène de chaque acte. Donc pour le coup, on voit vraiment la magie. Et ils ont souvent des costumes avec des grandes capes. Je pense qu'ils font toujours des effets assez particuliers. C'est assez difficile à expliquer, en fait. Je me rends compte d'expliquer des effets visuels. Les mouvements de cap et la synchronisation aussi, les effets de mouvement, c'est-à-dire que la scène, elle a un sol rotatif, également qui est utilisé à plusieurs moments dans le spectacle. Et du coup, certains, quand ils vont marcher à contre-courant de la rotation de la scène, ils vont aller beaucoup plus lentement que ceux qui marchent avec la rotation de la scène. Et donc ça donne des effets aussi de ralentissement de mouvement, d'accélération de mouvement. C'est très beau, c'est très fluide, c'est très beau, c'est vraiment réglé comme du papier à musique, et ça met vraiment à chaque fois dans l'ambiance de ce qui va suivre. On met plein la vue à chaque fois, on sent qu'il y a eu un travail derrière, pour chaque mouvement, chaque choré, on sent les ordres de répétition qu'il y a derrière et tout, et des fois on enchaîne des accélérations et des ralentis, et vraiment les mouvements des acteurs avec leurs accessoires, etc. C'est vraiment très beau, quoi. C'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment très impressionnant à voir tous ces enchaînements. Mais du coup, on parle des accessoires. C'est vrai que les accessoires, il y en a pas énormément, mine de rien. Il y en a quelques-uns, mais on a beaucoup d'accessoires qui sont très polyvalents. On a les valises, comme tu disais, qui sont des valises, mais qui se transforment aussi en siège de train, qui se transforment en plafond du train quand ils sont sur le train. En pierre tombale. En pierre tombale, à plusieurs moments. Ce qui a parfois un effet un peu bizarre, mais effectivement, les pierres tombales sont des valises. On a les escaliers de Poudlard qui sont au nombre de 2 et qui bougent en permanence quand ils sont présents sur scène, quasiment, et qui servent aussi à faire le phare du ministère de la Magie. Du ministère de la Magie, le phare de la maison dans laquelle les Dursley et Harry se réfugient quand Hagrid trouve Harry pour la première fois dans le rêve. Évidemment, le placard sous l'escalier de Harry.
Donc on a ces éléments de décor qui sont très polyvalents. Et puis on a des éléments de décor qui apparaissent une seule fois, mais qui sont en fait les plus gros effets. Les accessoires et les éléments de décor comme ça qui sont très polyvalents. Et puis la scène elle-même en fait aussi. Le décor de cette espèce d'architecture métallique qui ressemble à un hall de gare qui est plus polyvalent qu'on ne le croit en fait. Ça donne tout de suite une atmosphère, je trouve. Bon, je comprends du coup pourquoi ils ont vraiment choisi ce théâtre-là, parce que il y a vraiment rien que la scène comme ça, quand on la voit sans rien, on sent déjà la magie du truc et avec juste cette grosse horloge au début, enfin, ça suffit presque pour qu'on s'y croit en fait. Donc oui, mais moi ce que j'avais trouvé particulièrement intéressant, par exemple, c'est quand toute cette scène se transforme en la forêt interdite, en fait, et tous ces piliers qui sont métalliques et qui apparaissent visiblement métalliques depuis le début. Prennent un aspect presque organique de troncs d'arbres. Je pense aussi qu'on peut parler dans le décor de la manière dont ils auront présenté le voyage dans le temps lui-même, oui. Et la déformation temporelle, etc. Et en fait, ils ont utilisé du vidéo mapping. Donc, ils projettent sur le décor, et puis la lumière se tord et bouge, et donc ça donne l'impression que le décor en lui-même est distordu. Ça, c'est toujours D'accord. fantastique. Ah, c'est pas mal comme idée. C'est vraiment très beau et en même temps ça fait pas regardez on vous en met plein la vue, ça fait évidemment c'est assez léger je trouve, mais c'est vraiment très efficace comme C'est subtil, quoi. C'est vraiment Ouais, au c'est service ça, du mais- spectacle, quoi. C'est pas... c'est ça, pour le coup c'est hyper convaincant quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour les décors qui sont superbes. Mm. On a brièvement mentionné la musique qu'on peut difficilement dire plus que dire qu'elle rajoute vraiment à Qu'elle sert vraiment l'histoire, enfin elle accompagne vraiment très bien les moments d'émotion, les moments plus d'action comique, enfin elle sert vraiment il y a vraiment un beau travail là-dessus quoi. Parler des costumes qui sont aussi... on se retrouve plus à Poudlard que dans les films, à la limite. Ouais. C'est vrai. Oui, c'est ce qu'elle a l'air de ressortir des photos, déjà. Donc, Le fait le fait qu'ils gardent leur uniforme, enfin, c'est tout bête, mais voilà, sans spoiler les gros effets, à partir du moment où on est à Poudlard, ils ont ces costumes-là et ils les quittent plus. Et du coup, tout de suite, on voit vraiment la différence entre les scènes à Poudlard, avec ces étudiants de Poudlard, avec Scorpius et Albus, etc. Et la différence avec les scènes du ministère. Et du coup, c'est tout bête, mais du coup, le fait qu'il n'y ait pas de décor, ça aide en fait à savoir qu'on est à Poudlard parce qu'ils ont ces costumes d'élèves de Poudlard. Donc, et du coup, il y a un côté identitaire qui est assez important et qui manquait un peu au film. Il y a ça, mais il y a aussi qui porte... Harry il porte une cape, souvent, la plupart du temps. Ouais, mais il a un costume en dessous. Il a un voit costume qu'il a en un dessous, oui. il a pas la robe vraiment complète que Non. ont Scorpius et Albus. Mais ils ont quand même souvent des capes et des éléments comme ça de sorciers. Ouais. D'un point de vue d'une personne qui n'a pas vu la pièce, moi je trouve que c'est ce qui est intéressant de toute façon dans le fait d'avoir cette pièce, quelles que soient toutes les critiques qu'on a pu lui faire dans le podcast précédent, c'est que ça offre de nouveaux visuels réels, si on peut dire, parce qu'il y avait quand même il y avait déjà pas mal de visuels qui existaient avant les films, avec toutes les illustrations du livre, mais quand on parle de visuel pour Harry Potter, on a tout de suite les images des films en tête, et là ça offre de nouvelles interprétations au niveau des costumes et des décors peut-être, en plus des personnages. C'est intéressant. Ça montre que les films ne sont plus tout. C'est sûr que, ceci dit, ça c'est un truc qu'on n'a pas abordé dans le podcast précédent en parlant du texte, mais il y a quand même pas mal d'éléments de Cursed Child qui font référence au film et qui cherchent à rendre canon certains éléments des films. Par exemple, le viaduc du Poudlard Express, dans lequel ils attendent de sauter du viaduc pour que l'eau amortisse leur chute. C'est quelque chose qui n'apparaît jamais dans les livres. C'est le viaduc de Glenfinnan qui apparaît dans les films. Mais plus encore dans la pièce que dans le texte, il y a la scène avec Mimi Géniard qui est brillante. Oui. L'actrice qui joue Mimi Géniard est hilarante. Elle est vraiment très fun, elle est à fond dans son personnage. Elle est géniale, mais c'est Mimi Géniard des films.
Ouais. Clairement, Que ce soit dans les... ouais. dans les Ouais, actes, dans les paroles, etc. Mais la Même scène dans le costume, un peu. ouais, dans le costume aussi. Mais la scène est superbe, c'est-à-dire que on a un lavabo rond qui gicle de l'eau dès que Mimi Gignard se met à pleurer, euh, dans lequel elle s'enfonce et elle ressort et elle tourne dessus elle joue vraiment avec ce lavabo et elle paraît vraiment disparaître dans le lavabo et en reparaître. Et Euh, puis, en plus, on n'a pas l'impression que... Enfin, elle a pas, on n'a pas l'impression qu'elle est vraiment avachie sur le lavabo, on dirait vraiment qu'elle flotte à moitié dessus, et du coup, le côté fantomatique pour ça est assez bien retranscrit, parce que quelqu'un qui s'allongeait sur le lavabo, enfin, il aurait du mal à ce qu'elle tourne, elle danse à moitié dessus, mais on n'a pas l'impression qu'elle est soumise à la gravité, et du coup, on voit vraiment le côté spectral de Mimi Géniard avec ça, donc c'est assez chouette à voir pour ça. mais donc voilà, donc c'est des éléments des films aussi qui reviennent. Même dans le design du lavabo, en fait. Parce que ce lavabo rond central, enfin, je suis quasiment sûre que c'est pas du tout décrit comme ça dans les bouquins et c'est un truc qui est resté des films. Sinon, donc effectivement dans les costumes c'est des nouveaux visuels, mais comme on disait, c'est pas toujours le cas. Maintenant on a un peu abordé les effets spéciaux. Mm. On va peut-être continuer là-dessus. À moins qu'on parle, non, on va parler plutôt du jeu des acteurs, puisqu'on disait voilà Mimi Gignard. Bah du coup, Albus qui était peut-être un peu plat par certains moments dans le texte, je trouve a beaucoup plus de paraît beaucoup plus sensible et du coup beaucoup plus beaucoup plus de profondeur sur scène, donc c'est assez sympa à voir et c'est plutôt une bonne surprise. D'une manière générale, est-ce que les acteurs ressortent plus que dans le texte? Ouais. Parce que La vraiment plupart- dans le alors, texte, il n'y a pas grand monde qui ressort. Hein. moi j'ai vraiment une exception. C'est les deux scènes avec Hagrid. Parce que bon, je suis sans doute un peu biaisée, mais parce que Hagrid c'est un personnage que j'aime beaucoup. Les scènes dans Cursed Child, en lisant le texte, les scènes avec Hagrid, c'est peut-être les seules qui m'avaient un peu touchée et voilà, que j'avais trouvé un peu émouvante. Et alors là, en voyant la pièce, Alors pour j'ai dire, un peu bugué. pour dire les gens qui ont eu un problème avec Hermione Noire, sachez qu'Hagrid est une espèce de Jamaïcain aussi. Hein. Ouais. Espèce de Jamaïcain, c'est un peu raciste de dire ça comme ça. Non, mais c'est dans sa manière de parler, dans sa touffe de cheveux afro, il est noir, mais moi j'ai eu l'impression d'avoir un rasta Hagrid qui débarquait sur scène en fait. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné. C'est vraiment le mec, enfin, il a l'air complètement stone en fait. C'est surtout ça, c'est que c'est Hagrid hippie. Mais du coup, il est pas touchant, il est juste drôle et ça va pas. Ça aurait pu être drôle si les scènes avec Hagrid étaient différentes, si c'était pas, si c'était des scènes voilà, où il dit des trucs genre voilà, j'aurais pas dû dire ça, ou je sais quoi, ça aurait pu être fun d'avoir cette vision-là d'Hagrid. Mais là, c'est des scènes où il est censé être émouvant et voilà, quand il va sortir Harry des décombres et tout, et juste, j'étais pas du tout touchée. Et alors, il y a ce moment où il est censé porter Harry. Et donc il est censé porter Harry dans sa couverture. Et quand il sort de scène, il balance la couverture par-dessus l'épaule. Et alors là, c'est là, bon, ok. Alors Harry vient de rouler par terre, balancé depuis le dos d'un géant de 2,50 m. Il est mort d'une commotion cérébrale. Il doit y avoir un trou en forme de bébé Harry dans le sol. Et l'histoire s'arrête là. Donc du coup, voilà, je pense que c'est le seul acteur qui m'a vraiment déçu parce que du coup peut-être que j'en attendais un peu beaucoup par rapport à... Enfin beaucoup. Non, je n'attendais pas beaucoup avec Cursed Child, mais j'avais un peu d'attente après la lecture de la pièce parce que j'aimais bien le personnage et j'avais bien aimé ces scènes-là. Donc c'était voilà, un peu la déception d'acting. Par ailleurs, l'acteur qui fait Hagrid, c'est aussi celui qui fait le Choixpeau. Pour le coup, en Choixpeau, il est assez cool, il a une voix qui est assez fun. Précisons peut-être que justement le Choixpeau, l'acteur est visible sur scène et il tient simplement son chapeau au-dessus des personnages qui se font répartir. D'ailleurs, c'est un chapeau melon. Et c'est un chapeau melon. C'est le chapeau un peu genre Cornelius Fudge, donc c'est assez fun d'imaginer. Enfin, du coup, j'imagine le ministère qui répartit les élèves. Ouais. Mais ça plairait beaucoup à Ombrage.
c'est un visuel très différent de ce à quoi on est Ça. habitué. Mais c'est plutôt cool, je trouve, d'avoir osé faire un truc aussi différent. Ouais. Mais, et sinon, juste une autre déception un peu au niveau de l'acting, c'est l'acteur qui fait Draco Malfoy. Parce que même s'il est un peu plus convaincant que je l'étais, enfin, par rapport aux photos qu'il y avait eu de l'acteur en costume, je trouve qu'il a pas le charisme et la classe, le panache des Malfoy, et il a l'air un peu éteint. Alors, c'est sans doute lié à son histoire aussi, le fait d'être veuf, etc. Mais je trouvais qu'il manquait quelque chose dans la dimension du personnage. Mais bon, c'est pas non plus une catastrophe. Tu as fait les deux déceptions. Moi, du coup, je vais quand même enchaîner sur deux plus positifs, on va dire. Ginny, qui a quand même une scène à la fin du duel entre Harry et Draco dans leur cuisine, et une autre scène où elle dit c'est mon fils aussi, où elle se dresse face à Draco justement. Et c'est dans ces deux scènes-là on retrouve la Ginny des livres. Dans les autres scènes moins. Par moments on se dit elle est quand même franchement effacée et c'est plus tout à fait ça, mais il y a quand même ces deux scènes-là où Ginny brille. Et Rose Weasley, qui par rapport au texte est quand même moins peste. Ouais. C'est-à-dire En la même manière temps, plus, il fallait peut-être vendre les couteaux à lui lancer à l'entrée de la salle. Donc, mais voilà, mais par exemple, enfin, quand elle dit tu peux pas être le fils de Voldemort, tu as un nez. Dans le texte, on peut le lire de manière très sèche. On peut le lire vraiment de manière Agressive, en fait. tu peux pas être le fils de Voldemort, t'as un nez. Hein. Mais dans la pièce, elle le dit vraiment presque. Elle essaye elle essaye de rendre la situation fun. C'est-à-dire, tu peux pas être le fils de Voldemort, t'as un nez. Et ça change quand même fortement le personnage. en même temps, cette réplique ne peut pas être jouée sérieusement. Enfin, ça paraît très bizarre. Non, mais ça aurait pu être dit d'un ton hyper maîtrisant ou un peu hautain et enfin, je pense qu'il y avait vraiment plusieurs manières de le jouer. Et il y a eu sans doute peut-être plusieurs techniques qui ont été essayées pour cette réplique-là, mais je trouve que la façon dont Ce sera peut-être joué différemment par d'autres acteurs d'ailleurs. Ouais. Oui. Mais donc voilà, donc elle est moins indigeste sous forme de pièce. Mais c'est vrai que ouais, Ginny rattrape bien par son jeu, son texte, parce que autant voilà, Ginny n'a pas beaucoup de répliques intéressantes, elle est pas vraiment de présence, elle fait pas vraiment avancer l'histoire, mais au moins quand elle est là, elle a l'air de pas vouloir se marcher sur les pieds, et c'est vrai que ça rattrape bien, enfin en partie le fait que ce soit un personnage qui soit effacé en termes de storyline, quoi. Et pour en finir sur les acteurs, quand même, on va parler du trio principal, qui jouent leur personnage de manière assez convaincante. On retrouve Harry, on retrouve Hermione, on retrouve Ron, on retrouve surtout l'alchimie qu'il y avait entre les trois dans plusieurs scènes. Ben voilà, moi à la fin, c'est la seule chose qui m'a arraché une petite larme au moment où ils ont salué. C'est quand ils sont venus sur scène, je me suis dit j'ai vraiment vu Harry fait de chair et de sang. Parce que l'acteur m'y a vraiment fait croire et c'est vraiment le moment où je me suis dit ça y est, j'ai vu le héros de mon enfance incarné en fait. C'est vrai qu'ils fonctionnent très bien ensemble et même finalement si les répliques sont pas toujours top, ils arrivent à faire un boulot assez génial et avoir une alchimie de groupe qui est super convaincante. On voit très bien les scènes qu'on pouvait imaginer en lisant la saga sur scène. Quoi. On peut peut-être quand même parler de l'acteur qui joue Scorpius. Ah oui. Parce qu'on peut pas ne pas le mentionner. Parce qu'il est quand même assez brillant. Enfin, il est hilarant. Il vole, il vole la vedette à tout le monde. Il a une énergie assez incroyable et ouais, il est juste drôle et on croit vraiment en son personnage, je trouve. Enfin, on n'a aucun mal à croire en tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait et il capte complètement l'attention et c'est vraiment quelque chose de chouette à regarder. Il serait au cinéma, on dirait qu'il crève l'écran. Ouais, c'est ça. Non, il est vraiment super dans sa maladresse et dans toute son humanité en fait aussi. Je dirais. C'est vraiment le personnage le plus humain et le plus abouti et le plus profond et l'acteur est vraiment à la hauteur, ce qui n'est pas donné.
Mais du coup, on voit bien, je trouve, l'ado un peu pas trop très bien dans sa peau, mais qui a envie d'avoir Une qui a meilleure envie relation avec d'être, son père, ouais, qui a envie c'est d'avoir ça, des amis. c'est ça, d'avoir des amis, de réussir d'être bien dans ses baskets. Il fait tout pour ça. Il arrive pas forcément très bien, mais il fait tout pour et il a un peu envie de se dépasser et c'est assez cool en fait à voir. Parce que c'est vraiment convaincant. D'un côté, c'est peut-être le personnage le plus facile à incarner parce que c'est celui sur lequel on avait le moins d'a priori, etc. Oui, On on le savait le connaissait moins, pas, contrairement à Harry Von voilà, Hermione. Drago, etc. On les connaissait. Mm. Mais bon, à mon avis, il doit y avoir un essai entier à rédiger là-dessus, donc Je on suis va. pas sûr que ce soit le plus facile à incarner parce que il y a quand même aussi énormément eu. Je pense qu'il y a énormément d'attentes du fandom sur Scorpius. Et parce que c'est un personnage qui a fait beaucoup parler de lui depuis qu'il est apparu dans l'épilogue. Alors on ne connaît pas plus que le fait qu'il soit évoqué à ce moment-là, que surtout elle en ait parlé après et en dehors des livres, mais jamais vu dans ce qu'on parlait, mais il y a quand même eu toujours énormément d'attentes sur lui. Oh, mais il y a une grande différence entre le fait d'avoir des attentes sur un personnage qu'on a vu pendant 4 lignes et des personnages qu'on a vus quand même pendant 7 ans, pendant 8 films, joués par les mêmes acteurs, qui ont vraiment prêté leurs traits à ces personnages-là pendant 10 ans. Donc dans l'imagination, je veux dire, personne l'imaginait vraiment. Enfin, il n'y a pas de visage qui était associé à lui. Enfin, il y a qu'à voir le scandale Visage ou attitude et ou comportement, quoi. attitude, voilà. Mais il y a qu'à voir le scandale que ça a fait quand il a été annoncé que Hermione elle a été incarnée par une actrice noire, parce que tout le monde imaginait Emma Watson et ça a dérangé plein de gens pour ça, ce qui était complètement aberrant. Mais du coup là il n'y avait pas ce problème de j'associe Scorpius à tel acteur ou à tel physique ou à telle personnalité. Du coup c'était plus facile d'accepter ce qu'on nous donnait en fait, même s'il y avait des fanfictions dessus. Et on n'a quand même pas parlé de ce qui est énorme dans la pièce, c'est les effets spéciaux. Ce qui est relativement rare pour une pièce de théâtre, donc c'est sûr qu'il vaut mieux en parler. Et puis surtout qu'ils sont quand même pas mal mentionnés dans le script, pour certains. Ouais, ils sont mentionnés dans le script pour certains. Le script ne leur rend pas le moins du monde justice, il faut le dire. Mais comme on le disait en fait à la fin du podcast sur le texte, il y a beaucoup d'effets spéciaux qui sont des petits gestes, des petits trucs un peu banals. Enfin, je veux dire par exemple quand Hermione dit à Harry de ranger son bureau et qu'il bouge sa baguette, hop on voit les papiers qui se remettent en tas. Voilà. Et ça paraît naturel, tout simple comme ça. Quand Albus s'entraîne à l'Expelliarmus et que la baguette disparaît de la main de Delphi et se matérialise dans sa main instantanément. C'est très différent du visuel des films où on voyait la baguette qui volait, qui faisait 3 tours sur elle-même, qui retombait dans la main et tout. Mais c'est super efficace parce que c'est instantané, parce que ça paraît super simple, parce que ça paraît évident et que c'est ça la magie qu'on imagine. C'est vraiment un truc comme ça qui fait partie du quotidien en fait. C'est ça, il y a plein de tout petits moments, vraiment des petits sorts, ouais, que ce soit leur lumos, enfin, il y a une scène de duel entre Harry et Malfoy où du coup ils sont soulevés du sol, il y a les tables aussi qui se soulèvent. Les chaises qui restent suspendues pendant Voilà, 2 minutes. ils se retrouvent complètement à la parallèle au sol. Enfin, du coup, alors que pour eux, ça paraît tout à fait normal. Et c'est joué comme si c'était tout à fait normal. Et finalement, c'est ça qui est le plus impressionnant. C'est parce que vraiment, du coup, la magie paraît vraiment là. On dit, c'est pas fait pour être impressionnant, c'est fait pour avoir l'air d'être ordinaire. Et du coup, c'est ça qui rend le truc assez incroyable, quoi. Parce que du coup, on y croit à fond. On est vraiment plongé dans le truc. Les toutes petites étincelles. Pareil, quand il lance des Avada Kedavra, enfin, c'est le sort, enfin, je ne vais pas trop spoiler ce que ça fait, mais c'est assez impressionnant, quoi. On a vraiment l'impression d'avoir un sort qui est lancé, mais en même temps, c'est pas les mêmes visuels que les films, et du coup, c'est cool de pas avoir repris trop ces visuels-là. Je crois que ça aurait été compliqué aussi de faire des éclairs comme ça au milieu de tout. Avec des effets de lumière, on n'en est pas loin, quand même. Ok. je pense qu'avec des effets de lumière, c'est pas si difficile d'avoir un faisceau. Ah ouais.
mais là, du coup, c'est pas exactement ça. Et du coup, c'est sympa d'avoir essayé de trouver leur identité visuelle, en fait. Je crois que les deux scènes qui exemplifient le mieux ça, c'est quand Scorpius et Albus sont sous la cape d'invisibilité dans la salle de cours et où ils se cachent derrière une petite bibliothèque. Et puis les chaises et les tables commencent à bouger au fur et à mesure qu'ils se déplacent dans la salle, les uns après les autres, de manière presque imperceptible. Et puis ils reparaissent de l'autre côté de la scène en fait, mais sans que tu les aies vus se déplacer du tout. Et alors qu'il y a un grand espace entre la bibliothèque derrière laquelle ils se planquent et la table derrière laquelle ils apparaissent. Donc c'est assez pas mal. Et puis la scène dans... Du polynectar, quand même. Non, j'allais dire toujours dans la banalité, parce que le polynectar, je crois que c'est un gros effet. Ouais. Dans la banalité, la scène dans le home, pour vieux, la maison de... Ah oui, de c'est une des meilleures scènes de la pièce, je pense. qui est... le texte dit c'est mieux que tout ce que vous pouvez imaginer, c'est encore plus fou que tout ce que vous pouvez imaginer. Le texte a raison. Et c'est des effets tout bêtes, c'est des petits trucs d'illusionnistes, c'est des effets de mime aussi, enfin le type qui fait comme si sa tête lui tombait au milieu du thorax. Ouais, ou le mec avec son livre qui lui colle au visage, enfin, c'est vraiment imaginer tout ce que des sorciers fous pourraient faire avec une... Alors qu'ils ont encore le droit d'avoir une baguette magique, ils sont vieux, ils sont complètement timbrés, et ils sont tous réunis dans un même endroit. Enfin, c'est pire qu'un internat, c'est la foire, quoi. C'est vraiment la foire sur scène. Et on sent qu'ils se sont fait plaisir à imaginer les trucs les plus débiles qu'ils pouvaient faire. Et c'est vraiment ça. Et vraiment, on rigole. Je pense que c'est un des moments qui m'a le plus fait rire. Parce que putain, mais c'est quoi ce truc, quoi? C'est vraiment... C'est pire que des mômes. Mais du coup, c'est super bien restitué, quoi. C'est vraiment, voilà, ils ont complètement perdu la boule. Et ils sont juste en train de faire mais tous les trucs qui peuvent pas faire d'habitude parce qu'ils ont encore un peu de conscience, etc. Et non, là, c'est juste la foire. Et c'est vraiment très, très bien restitué. C'est même très, très, très drôle à regarder. Il y a des plus gros effets, genre le polynectar, la transformation qui a lieu sous nos yeux, les acteurs qui se transforment et on voit leur douleur se lire sur le visage jusqu'à ce que les autres les remplacent. On a des effets où ils rentrent, justement dans cette scène de polynectar au ministère, ils rentrent par la porte du bureau d'Hermione qui se trouve en fait au milieu de scène, qui est juste une porte, juste un cadre de porte, et ils passent là, et puis 2 secondes plus tard, ils arrivent par la gauche de la scène, puisque c'est Harry et Hermione qui arrivent, et dans un costume différent. Et ils apparaissent comme ça, et c'est vraiment... stupéfiant. Et puis c'est vraiment eux dans les deux cas qu'on peut pas dire que c'est une doublure parce qu'on voit très bien leur visage et on voit bien qu'ils ont pas. Et puis ils jouent de toute façon, donc. Ouais. Donc il y a des visuels comme ça. La scène sous-marine, bon, on a montré une photo. C'est vraiment, on a l'impression qu'ils sont sous l'eau et ils sortent en fait par le haut de la scène. Ils nagent vers le haut. Oui, parce que du coup c'est soulevé et vers le haut. Et 5 secondes plus tard, ils ressortent du bas de la scène, complètement trempés. C'est-à-dire il y a une trappe qui s'ouvre. Il y a une bassine avec de l'eau sous la scène et il y a une trappe qui s'ouvre et ils en sortent complètement trempés. Ce qui est quand même assez visuellement frappant aussi. Et puis bon, des effets... à moi, les détraqueurs. Ouais, c'est vraiment ces détraqueurs qui sont franchement plus flippants, je trouve, que les détraqueurs qu'on peut voir dans... Le film. Non, ouais, dans les films et surtout dans le voyage interdit d'Orlando où il y a quand même un moment c'est des trackers qui te tombent dessus ou Aragog qui te tombe dessus. La première fois qu'on le voit, on rate quand même un battement de cœur et là c'est encore au-dessus quoi. C'est vraiment on reste tétanisé. C'est très différent parce qu'en fait ils restent là pendant un très long moment. En fait, la pièce n'hésite pas à certains moments à faire des pauses comme dans leurs grandes scènes de mouvement et de chorégraphie. Les détraqueurs, ils restent là pendant plusieurs secondes. C'est pas juste le temps d'avoir une ligne de texte. Et du coup, on a vraiment le temps de sentir
profondément la peur qui s'installe en fait. Et ce sentiment de malaise et d'inconfort parce que ils volent au-dessus, ils volent dans le public, ils sont vraiment juste là à portée de main et la manière dont ils se déplacent, dont ils flottent, dont leur cape bouge en permanence, Et puis donc ils encerclent, au moment devant la scène du baiser du détraqueur, ils encerclent complètement Ron, Hermione et Rogue. Enfin, c'est hyper oppressant, quoi. Enfin, on n'est pas à l'aise, je trouve. Enfin, vraiment. et bon, et voilà. Donc il y a ces gros effets là, et il y a d'autres effets encore plus énormes dont on ne vous parlera pas, parce que Donc, ouais. Il y a aussi comme ce petit truc avec l'entrée du ministère de la magie qui est assez fun. ouais, ça j'ai pas envie de le spoiler. D'accord. Bon, je dis juste que c'est fun. Alors. Ou la façon dont on les voit prendre la poudre de cheminette aussi est plutôt sympa. Enfin, quand on les voit sortir de. Ouais, c'est de leur effectivement. cheminée. On les voit arriver par la cheminée en glissant. Mais l'entrée du ministre de la magie, ça j'ai pas envie de spoiler. Ça, je pense que c'est un petit effet que les gens peuvent essayer de réfléchir à comment ils peuvent représenter ça. Mais donc voilà, si vous allez voir la pièce, vous aurez de très bonnes surprises. On sent vraiment que c'était fait pour le visuel, pour tout ça, et ça prend tout son sens, et on vit vraiment à ce moment-là un hommage à Harry Potter, une manière de se replonger dans l'ambiance, dans l'atmosphère, avec plein de gens qui sont là. Nous, on n'a pas eu beaucoup d'applaudissements ou de réactions du public. Les gens ont applaudi quand il y a eu des gros effets, et notamment par exemple la transformation en nectar. Ouais. Ils ont applaudi comme ça, de manière soudaine. Et puis après la scène justement sous l'eau, il me semble. Et la scène sous l'eau, oui, effectivement. Et puis d'autres scènes, mais qu'on ne mentionnera pas. Ouais. D'accord. Mais du coup, voilà, je reviendrai comme, enfin, ce que je disais dans le podcast précédent, c'est que voilà, tous ces effets spéciaux sont extraordinaires, mais finalement, les effets les plus beaux ne justifiaient pas une histoire aussi alambiquée, parce que c'est vraiment l'impression que j'avais en lisant la pièce. Et en fait, ils n'avaient pas besoin de faire des histoires aussi tordues pour faire des effets spéciaux incroyables. Vraiment. C'est voilà, il y avait plein de choses dans les gestes du quotidien des sorciers qui étaient juste super drôles et super impressionnants, etc. Mais qui auraient pu être là dans une histoire beaucoup plus banale. Et du coup, je trouve ça encore plus dommage finalement d'avoir voulu faire du grand spectacle, dans le sens vraiment d'avoir fait une histoire complètement abracadabrantesque, c'est pas facile à dire. Peut-être dans le but de faire des beaux effets spéciaux, alors que finalement ils n'avaient vraiment pas besoin de ça. C'était beau dans tous les cas. Juste avant qu'on conclue, parce qu'il va falloir qu'on conclue, Abrax, Linus, est-ce qu'il y a, vous qui n'avez pas vu la pièce, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez qu'on devrait mentionner, qu'on n'a pas mentionné, que vous dites ça, j'aimerais bien savoir? Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est pas compliqué du coup de se replonger dans la pièce entre la partie 1 et la partie 2? On a vu la pièce, les deux parties le même jour. Ouais. Donc on n'a pas eu une très grande coupure, on a eu 2 heures et demie, quelque chose comme ça. Moi j'ai pas trouvé ça dur du tout. Vous êtes allé à Minalima en plus à ce moment-là? Ouais, on est allé dans la... En plus vous sortiez pas vraiment de l'univers, c'est vrai. Voilà, mais je pense que même si on va, même les gens qui vont faire du shopping entre les deux, je pense que t'as pas vraiment le temps. Si tu peut-être la voir, parce que je crois qu'il y a la possibilité de voir le mardi et le vendredi, peut-être qu'en 3 jours, on met peut-être un peu plus de temps, mais... Je crois que c'est le jeudi et vendredi. Je crois qu'il n'y a pas de représentation le mardi. D'accord, bon, okay. C'était peut-être juste pendant les répétitions qu'il y avait le mardi. Mais finalement, en fait, le truc, c'est que comme c'est les premières scènes, enfin la scène d'introduction de chaque acte est tellement impressionnante et remet justement avec ses chorégraphies, avec cette musique, te replonge tellement facilement justement dans la pièce, que même si t'as un peu décroché, parce que si tu l'as vu la veille, ou peut-être que si tu vois, je sais pas, sur 2 semaines, il y a peut-être des gens qui font première partie une semaine et deuxième partie la semaine d'après, j'en sais rien. Je pense que même avec ça, ça te remet dans le bain tout de suite en fait. Et en plus, chaque scène est quand même le final est à chaque fois un gros cliffhanger. Donc tu vas pas pouvoir t'empêcher de dire ouais, mais qu'est-ce qui se passe après de ça, à moins que tu l'aies lu évidemment, alors tu sais ce qui se passe après, mais tu peux te dire mais comment ils vont représenter ça, tu vas quand même avoir pas mal de trucs à discuter, et puis en plus comme je disais, le message de début
qui demande de couper ton téléphone est thématisé en rappel avec ce qui est venu avant. Et mine de rien, maintenant que tu le dis, ça fait un peu un effet de précédemment dans Cursed Child. Le théâtre en lui-même ressemble à Poudlard à s'y méprendre. La boutique est en accord avec ce que tu as déjà vu auparavant, ce que tu vas voir, etc. Et donc tu te replonges très très facilement et très rapidement dans l'ambiance. En plus, les sièges restent les mêmes pour la partie 1 et la partie 2, et ce même si tu les vois à plusieurs jours d'intervalle. Du coup, tu te retrouves assis à côté des mêmes personnes. Et ça donne éventuellement aussi un petit sentiment de replonger, de continuité, de communauté, etc. Moi, j'ai discuté un peu avec les personnes qui étaient assises à côté de moi, qui n'étaient pas IQ. Mais donc voilà. Donc ça passe tout à fait sans aucun problème d'une partie à l'autre. Et moi, je voulais savoir aussi, est-ce que pour ceux qui maîtrisent pas l'anglais parfaitement, est-ce que c'est compréhensible ou est-ce qu'ils ont des accents à couper au couteau Enfin bon, je le demande pas vraiment pour moi parce que je pense pas avoir trop de problèmes avec l'anglais, mais est-ce que pour certains lecteurs, ça pourrait être un souci? Peut-être que la chorégraphie et les effets suffisent éventuellement à la compréhension. Ouais, en fait, je pense que si ceux qui auraient un anglais vraiment moyen, c'est peut-être un bon plan quand même de lire le bouquin d'abord, parce qu'il y a quand même certaines scènes qui s'enchaînent super vite et des moments qui sont pas hyper clairs, et du coup, c'est peut-être bien d'avoir un peu une idée de ce qui se passe et un peu la direction que prend la pièce, parce que je pense que si on n'a pas... Elle prend une direction, la pièce. Ok, les boucles temporelles, et encore si on peut parler de boucles temporelles, les loopings temporels que fait la pièce, enfin du coup je pense que si on n'a pas lu la pièce et qu'on ne maîtrise pas trop l'anglais, ça devient un peu compliqué de savoir ce qui se passe. Et il y a quand même c'est l'acteur qui joue Malfoy qui a tendance à parler un peu vite, au moins aussi vite que moi, à certains moments. Et après il y a quelques scènes où il y a des accents particuliers, mais c'est quand même fait exprès. L'accent de Hagrid, il est quand même particulier et pas super facile à comprendre. Enfin, c'est un accent, à mon avis, si t'es pas habitué à entendre l'anglais et à entendre des accents différents, l'accent de Hagrid peut frapper. Le mec du train. Oui, mais ça c'est volontaire, je crois. Même dans la pièce, c'est difficile dans le texte, il est difficile à comprendre le chef de gare. Donc oui, on conseille quand même de d'avoir un bon niveau, quoi. Ouais. Si en lisant la pièce en français avant, je pense qu'il y a pas de problème. Et même en anglais, la pièce n'est pas difficile à lire aussi. Ça peut en rassurer certains. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Donc c'est plutôt positif, hein, en gros. C'est très positif. On a passé un très très bon moment. Vraiment, la pièce toute seule, si on fait abstraction, enfin, ça fait pas complètement oublier le fait que l'histoire est décevante et tient pas forcément debout, mais vraiment, si on la prend pour... visuellement, c'est beau, les acteurs sont bons, c'est drôle. Donc, il y a quand même beaucoup de positifs. C'est juste que... c'est une histoire... j'ai lu des Black Carambar qui tenaient plus la route. Bon, et en plus ça permet d'aller voir la House of Minalima qui est juste derrière le théâtre. Ouais. Et qui elle est gratuite. Voilà. Et qui aura, on peut le dire quand même maintenant, des visuels des animaux fantastiques. Donc ce sera chouette aussi de voir ça. La pièce est chouette, la pièce est très bien, elle en vaut le prix. C'est-à-dire que moi aussi, comme je dis, j'avais des tickets au 4e rang. Ça veut dire que sur le moment, j'ai dû payer 140 livres pour les deux parties. Mal au portefeuille. 70 livres par partie. Mais j'avais pas trop le choix parce que c'était le 70 ticket livres rien. Le ticket qu'on me donnait sur le moment. Mais je ne regrette pas le moins du monde. Ça en valait le coup. Clairement. Et donc clairement, vraiment, même si vous n'avez pas aimé la pièce, nous c'était un peu notre cas, la lecture, ça nous avait vraiment pas emballé plus que ça. Et du coup voilà, même si vous n'avez pas aimé la lecture, c'est quand même une bonne façon de redécouvrir, et ça peut-être même un peu vous réconcilier avec au moins un chouïa. Moi ça m'a réconcilié. Un chouïa. Voilà. Sur ce, merci d'avoir écouté ce 4e podcast techniquement consacré à Cursed Child. Mais on va revenir avec d'autres thématiques cette fois. Ouais. Histoire de parler un peu d'autres choses. On va parler des animaux fantastiques.
Ouais, et de Par exemple. toutes les activités qui vont venir dans le fandom et tout. Et... Mm. On va enregistrer des podcasts en direct de plein de soirées spéciales. Non? Si, hein, on va faire ça. Bah oui. Donc restez à l'écoute, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur notre site, sur Instagram, sur Ask. On a un compte Ask pour poser des questions. Et en attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée et replongez-vous dans l'univers Harry Potter d'ici le 14 octobre. En relisant la saga plutôt. Voilà. Au revoir. Allez, salut. Bonne soirée. Au revoir.